Lorsqu'on parle d'assurance vie, on a tendance à associer assurance vie avec assurance, ce qui est normal, parce qu'une assurance vie est avant tout une assurance. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'est pas une assurance comme les autres. Avec une assurance habitation, si ta maison est frappée par la foudre ou il y a un incendie, etc., en fonction des modalités de ton assurance, tu peux être indemnisé. Lorsque tu as une assurance décès, si tu décèdes, tu auras les bénéficiaires de cette assurance qui vont recevoir une somme d'argent. Avec une assurance vie, qu'est-ce qui se passe? Tu es assuré pendant que tu vis? Bah oui, en fait c'était ça. Si tu arrivé à survivre jusqu'à 99 ans, toutes les sommes que tu avais placées étaient additionnées avec une prime pour les bénéficiaires. Aujourd'hui, l'assurance vie a totalement changé. De là est né, enfin là, je parle de ça, c'était pas une assurance vie, c'était une assurance un peu spéciale. Mais aujourd'hui, on parle plus d'une assurance mixte qui va te permettre d'être assuré le temps que tu vis, ce qui est différent. Donc toutes les sommes que tu vas placer vont pouvoir être placées sur des supports et avoir une petite performance. On abandonne l'idée des primes et avec l'assurance vie, on peut être totalement flexible. Donc on peut racheter des parties de son assurance vie quand on veut, ce qu'on appelle faire un rachat partiel ou un rachat total. On peut aussi ajouter des sommes lorsque l'on souhaite, hein, quand on le veut, avec des versements programmés, des versements ponctuels ou alors pas de versement du tout. On peut à tout moment dénouer ce contrat d'assurance vie, bon, avec le rachat total, et même au décès, et ben, le contrat va être transféré aux bénéficiaires. Parce que toutes les sommes vont être versées aux bénéficiaires, le contrat donc échappe à l'impôt. Un point à savoir aussi qui différencie les assurances vie des autres actifs, comme les livrets bancaires par exemple, à partir du moment où tu as commencé à verser des sommes sur ton assurance vie, tu n'es pas propriétaire de ces sommes d'argent. L'assureur est pleinement propriétaire des sommes que tu as versées. Par contre, il t'est redevable. Lorsque tu vas racheter tes parts, tu vas redevenir propriétaire. Lorsque tu vas décéder et que tes parts vont être transférées à tes bénéficiaires, eux deviendront les propriétaires. En attendant, c'est l'assureur ou l'organisme sur lequel tu as placé de l'argent pour ouvrir ton contrat d'assurance vie qui va être pleinement propriétaire. L'assureur n'est pas un simple dépositaire, contrairement aux banques et aux livrets bancaires. Lorsque on va souscrire à une assurance vie, on aura une attention assez particulière sur l'origine des fonds. L'argent que tu vas placer sur une assurance vie, tu l'as eu où? Est-ce que c'est de l'épargne que tu as constitué avec tes revenus? Est-ce que c'est un héritage que tu as perçu? Est-ce que c'est de l'argent que tu as eu avec dans ton couple avec imaginons que tu es marié et donc c'est l'argent du couple qui a été placé sur un compte bancaire? C'est de l'argent qui vient d'une vente d'une société ou d'un bien mobilier? Est-ce que c'est de l'argent que tu as reçu par le biais d'un divorce ou quoi? Donc voilà, en fait, on va être très attentif sur l'origine des fonds et aussi si tu vas souscrire avec quelqu'un ou seul. Par contre, si on souscrit dans un contrat d'assurance vie en indiquant clairement qu'il est dans un objectif de transmission, parce qu'on va le voir après, mais c'est vrai que l'assurance vie, pour la transmission, il y a énormément d'avantages, mais s'il est dans le seul objectif de la transmission qu'on l'indique au moment de la souscription, ça peut être compliqué s'il y a un dénouement différent. C'est-à-dire que si on souhaite changer d'avis, on change d'avis et on se dit que, bah tiens, finalement, non, là, les bénéficiaires que j'ai indiqués, je ne veux plus qu'ils soient propriétaires de ce contrat lorsque je ne serai plus là. Ouais, mais à l'inscription, c'est ce que tu as dit. Ça va être compliqué. Par rapport au mode de détention de l'assurance vie, on va être assez flexible et assez libre dans la gestion et la sélection des fonds. Donc on aura deux types de fonds dans l'assurance vie. Les fonds euros qui sont très liquides, qui sont garantis, qui ont une performance faible, mais qui sont axés sur des obligations françaises la plupart du temps. Et on aura aussi les unités de compte. Bah, là-dessus, on pourra investir sur des OPCVM, donc des organismes de placement à valeur mobilière, des actions, des obligations et d'autres types d'actifs que le support assurance vie peut supporter. En unité de compte, le capital n'est pas garanti. Mais on peut aller sur des unités de compte très 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 peu risquées, ou alors des unités de compte assez risquées, assez volatiles. Au moment du rachat, ce que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle une avance. L'assureur peut te proposer de te prêter une somme d'argent qui va te permettre, au lieu de racheter ton propre contrat d'assurance vie, tu vas emprunter une somme d'argent qui correspond au montant que tu voulais recevoir. Oui, tu auras des intérêts à payer, mais l'idée veut que le montant des intérêts que tu vas rembourser soit inférieur à la plus-value que tu aurais réalisée avec la performance de ton assurance vie. Donc c'est censé avoir un gain fiscal et économique plus intéressant de supporter cette avance. Pourquoi un gain fiscal? Parce que lorsque tu vas avoir cette avance de la part de ton assureur, il va te prêter de l'argent. Au lieu que tu rachètes ton propre contrat, ça va te permettre d'éviter la fiscalité déjà sur les plus-values. Et de deux, tu vas pouvoir continuer à laisser travailler ton argent. L'imposition sur la détention, c'est surtout sur l'immobilier avec l'impôt sur la fortune immobilière, et encore ce dispositif, je pense qu'il va bientôt
être un petit peu modifié. Concernant la détention d'une assurance vie, on n'est pas fiscalisé dessus. Juste, on sera fiscalisé dessus au moment de la sortie, au moment ce qu'on appelle du rachat. Et c'est à ce moment-là qu'on va comptabiliser les plus-values sur la durée totale du contrat. Et bien sûr, par rapport à l'imposition, on a le choix entre le barème progressif avec les tranches marginales d'imposition et PFU, prélèvement forfaitaire unique, ou alors la flat tax à 30% actuellement. Mais ça aussi, je pense que ça va bientôt changer. Un point très important concernant l'assurance vie, on a dit plutôt que les capitaux n'étaient pas chez le souscripteur, mais chez l'assureur. Donc toi, si tu as investi dans l'assurance vie, au moment de ton décès, les personnes ne pourront pas utiliser cet argent, par exemple, pour payer les funérailles, etc. C'est pas possible parce que l'argent n'est pas chez lui, en fait. C'est chez l'assureur. Dans l'absolu, tu l'auras bien compris, vu qu'il s'agit d'une somme d'argent que tu verses qui n'est pas à toi, qui est chez l'assureur et ensuite est transférée à ton bénéficiaire, logiquement, il ne devrait pas y avoir de droit de succession. Parce que c'est des sommes que tu mets chez un assureur et c'est l'assureur ensuite qui verse au bénéficiaire. Toi, tu ne verses pas directement à ton bénéficiaire. Donc, il n'y a pas de droit de succession. Mais voilà, bon, l'État a changé les règles. Et maintenant, il y a quand même des droits de succession, mais avec un avantage quand même assez intéressant. Un abattement fiscal de 152 500 € pour l'instant par bénéficiaire. Et tu peux choisir les bénéficiaires de ton choix. C'est une excellente stratégie, l'assurance vie, pour rapatrier une partie de ton argent vers une personne qui n'est pas un membre de ta famille et jusqu'à 152 500 € sans payer de droit de succession. C'est très intéressant. Et une technique que tu peux faire aussi, c'est par exemple, si jamais tu souhaites donner un bien immobilier à quelqu'un, mais voilà, là on parle pas d'assurance vie, on parle d'immobilier, donc on parle d'un bien physique qui n'a pas d'avantage fiscal, que tu souhaites le donner à une personne tierce. Donc, si tu le fais en bonne et due forme, tu auras 60% d'impôt, jusqu'à 60% d'impôt à payer parce que cette personne est considérée comme une personne tierce. Ce n'est pas ton héritier direct. Et donc, voilà, ça fait mal. Par contre, si tu vends cette maison à ton nom propre, que tu réinvestis l'argent de la vente dans un contrat d'assurance vie ouvert au nom de ton bénéficiaire, et ben là, tu économises 152 500 € pour toutes les sommes qui sont versées avant 70 ans, ce qui permet d'être quand même une opération intéressante. Toutes les sommes qui sont versées après 70 ans, on a aussi un abattement fiscal qui est moins intéressant, mais qui est quand même présent. Donc, peu importe l'année d'ouverture de l'assurance vie de ton âge, ça reste quand même un support très intéressant, voire même le meilleur, un des meilleurs, pour tout ce qui concerne la transmission.